Oui, Monsieur le député de Repentigny. À vous la parole pour 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je viens d'entendre le député de Papineau. Et effectivement, il veut entendre ce que les citoyens ont à dire, ce que les MRC, les municipalités ont à dire. Il veut entendre ce que les experts ont à dire. Il veut entendre ce que l'ensemble des groupes, je pense qu'ils ont, du côté du Parti libéral, a effectivement proposé une longue liste de groupes et d'organismes qui devraient être entendus. Et c'est une liste que nous convenons que les différents groupes parlementaires conviennent entre eux. Et effectivement, moi aussi, j'ai hâte de les entendre. Et c'est la raison pour laquelle on va adopter le principe de ce projet de loi. On va adopter le principe d'un projet de loi pour le moratoire sur les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Et par la suite, le leader du gouvernement, le ministre de l'Environnement, se sont engagés formellement à tenir les consultations, ces consultations particulières, suite à l'adoption du principe du projet de loi. Donc, le député de Papineau suggérait que le gouvernement ne respectait pas les procédures habituelles. Eh bien, malheureusement, je pense que vous savez, Monsieur le Président, si le gouvernement ne respectait pas le règlement, ne respectait pas les procédures en cette Chambre, vous seriez le premier comme président à le ramener à l'ordre, à ramener le gouvernement à l'ordre et à l'obliger à respecter les procédures. Donc, c'est très, très clair que si nous sommes ici aujourd'hui en train de parler du projet de loi, bien, c'est parce que c'est dans l'ordre des choses et ça se fait comme ça dans bien des cas. Et d'ailleurs, on a dit tout à l'heure, bon, le gouvernement est un gouvernement minoritaire et ne respecte pas, devrait agir en gouvernement minoritaire. En gouvernement minoritaire, depuis un an, a, dans 6 cas, proposé et fait adopter des projets de loi où il y a eu d'abord l'adoption du principe du projet de loi et ensuite les consultations. Alors, c'était le cas pour le projet de loi 2, le projet de loi 6, le projet de loi 9, le projet de loi 10, le projet de loi 18 et le projet de loi 32. Et ça, ce sont simplement des projets de loi qui ont été discutés et adoptés au cours de la présente législature, mais au cours de la précédente législature, je n'ai pas la liste, mais je me souviens très bien, lorsque j'étais porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, lorsque j'étais porte-parole de l'opposition officielle en matière de mines, je me souviens très bien que le gouvernement libéral avait, dans certains cas, utilisé cette même procédure où on fait adopter le principe d'un projet de loi et ensuite, on entend les gens en consultation publique. Alors, c'est exactement ce qui va se produire dans ce cas-ci. Si l'opposition, en effet, un des deux groupes d'opposition, respecte ses engagements et donne suite à son engagement de vouloir doter le Québec d'un moratoire sur les gaz de schiste. Je vous rappellerai que, parce qu'on a entendu les gens de la coalition Avenir Québec, la CAQ qui promettait dans sa plateforme électorale en 2012, donc ça ne fait pas très longtemps, un moratoire sur les gaz de schiste. Et d'ailleurs, à l'émission Tout le monde en parle, son chef, l'actuel député de l'Assomption, se disait en fait, il y a eu deux discours. Alors, c'est un peu... il nous a habitués un peu à ce type de revirement spectaculaire. À l'émission Tout le monde en parle, donc l'actuel député de l'Assomption se disait contre un moratoire en affirmant qu'un tel projet était, je le cite, un signal que l'on envoie aux grandes entreprises que l'on n'est pas intéressé au Québec. Bon. Quelques mois plus tard,
il affirmait « C'est un vrai moratoire où il y a zéro exploration, zéro exploitation, sauf quelques projets pilotes où le ministre de l'Environnement est là pour surveiller les travaux, accepter les travaux avant qu'ils ne soient faits. » Alors, d'une part, il était contre un moratoire. Ensuite, il s'est dit en faveur et il l'a mis dans son programme électoral. Et là, maintenant, il semble avoir des remords de conscience. Là. Il semble que, je pense que c'est un jour pair, il est contre, le jour impair, il est pour. Alors aujourd'hui, le 7 novembre, donc je ne sais plus trop là, s'ils sont pour ou contre, il faudrait tenir un registre. Mais une chose est sûre, c'est qu'au Parti québécois, nous avons une vision claire. Nous avons une vision cohérente. Et à l'inverse de ce qu'ont dit les députés libéraux, au Parti québécois, on se préoccupe d'emploi. La priorité, c'est l'emploi. L'obsession de la première ministre, de l'ensemble de son gouvernement, c'est l'emploi. Et d'ailleurs, je vois la ministre déléguée à la politique industrielle qui est ici et qui nous a fait la démonstration noir sur blanc que la nouvelle politique industrielle du gouvernement du Parti québécois est une politique industrielle qui, mise sur l'emploi, mais qui ne mise pas sur l'emploi à amener le Québec dans des activités qui menacent l'environnement. C'est une politique industrielle qui mise sur le verdissement des entreprises industrielles. Nous savons maintenant que économie et écologie, au contraire de ce que les libéraux ont fait, ne doivent pas être opposés, qu'ils doivent au contraire aller main dans la main. C'est ça l'économie de l'avenir. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion bientôt de publier mon tout premier livre. Donc, si vous permettez, Monsieur le Président, juste mentionner que dans le livre « Pour un Québec vert et bleu », le virage vers l'économie et la gouvernance, on explique, et j'encourage mes collègues, en particulier de mon groupe parlementaire, mais en particulier les députés de l'opposition, d'en prendre connaissance de façon à pouvoir s'instruire sur le grand mouvement planétaire. En fait, ce sont les Nations unies qui ont engagé un mouvement vers ce qu'on appelle l'économie verte et vers des stratégies de croissance verte. Et au moment où j'ai écrit le livre, la politique économique du gouvernement n'était pas encore divulguée. Et je peux vous assurer que cette politique priorité emploi va tout à fait dans le sens non seulement des propos que moi je tiens dans mon livre « Pour un Québec vert et bleu », mais qui vont tout à fait dans le sens de ce mouvement mondial vers une économie plus faible en carbone, vers une économie plus créatrice d'emplois, vers une économie créatrice de richesses durables. Alors, pas le développement durable de l'industrie des gaz de schiste, c'est un titre un peu bizarre que le précédent gouvernement avait mandaté le Bureau d'audience publique sur l'environnement pour examiner le développement durable de l'industrie des gaz de schiste. Alors, je ne vous apprendrai pas, Monsieur le Président, même si le député de Papineau disait tout à l'heure qu'il ne faut pas se prendre ici pour des experts, là, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être très, très experts pour savoir que les hydrocarbures, ce n'est pas une ressource renouvelable. Et donc, on ne peut pas faire du développement durable en se fondant strictement sur les hydrocarbures. Il faut au contraire amorcer la transition vers une économie qui sera plus faible en carbone. Une autre chose que le député de Papineau et ses collègues devraient lire, parce que malgré tout, ce rapport du BAP, le rapport d'enquête et d'audience publique, donc sur l'industrie des gaz de schiste au Québec, à la page 245, on y établit les conclusions.
Et tout à l'heure, le député de l'opposition disait qu'il y a une évaluation environnementale stratégique qui est en cours, le comité de l'évaluation environnementale stratégique qu'on appelle communément l'EES. Alors, le comité de l'EES, il dit qu'il faudrait attendre leur rapport avant de statuer sur oui ou non un moratoire. Alors, premièrement, je voudrais lui dire que le BAP, qui avait été mandaté par le précédent gouvernement libéral, arrivait quand même à la conclusion, même s'il ne disait pas mot pour mot moratoire, bon, il disait, il le recommandait tout de suite après avoir proposé de procéder à une évaluation environnementale stratégique. Mais là, il ne faut pas arrêter de lire là. Il faut lire le reste du paragraphe. Tant que l'évaluation serait en cours, la fracturation hydraulique ne serait autorisée que pour les travaux requis par l'évaluation, donc par l'évaluation environnementale stratégique. Depuis, le comité de l'évaluation environnementale stratégique a établi son plan de travail. Et à l'intérieur de son plan de travail, il n'y a pas de la nécessité, on aurait pu l'imaginer avant, là, que peut-être qu'il y aurait lieu de faire 2-3 forages expérimentaux. Mais non, ils ne l'ont pas retenu, ça, dans leur plan de travail. Et donc, on n'a pas besoin de le faire. Donc, tant que l'évaluation serait en cours, l'évaluation environnementale stratégique, la fracturation hydraulique ne serait autorisée, ne serait pas autorisée. Hein? Une telle évaluation constitue un passage obligé, tant pour un processus de prise de décision éclairé que pour la recherche d'une meilleure acceptabilité sociale. Et effectivement, notre ministre de l'Environnement a annoncé, et c'était une demande que nous avions dans l'opposition officielle, a annoncé que, suite, le rapport du comité de l'évaluation environnementale stratégique, lorsqu'il sera terminé, lorsqu'il sera remis au gouvernement, eh bien, sera soumis lui-même. Le rapport, on va le soumettre au Bureau d'audience publique sur l'environnement, de façon à aller consulter les gens avec toutes les données en main, puisque, et c'est le BAP qui le souligne, pour certaines questions fondamentales, les réponses sont toutefois partielles ou inexistantes. Pour répondre à ce besoin d'acquisition de connaissances scientifiques et en l'absence de faits probants permettant de déterminer les risques que pourrait comporter l'exploration et l'exploitation du gaz de shale, il est proposé donc de procéder à l'évaluation environnementale stratégique. Donc, le premier BAP reconnaît, c'était une des grandes conclusions, reconnaissait que les données scientifiques n'existaient pas ou n'étaient pas probantes. Bon, je vous donne des exemples. Page 113, la commission d'enquête est d'avis que la vulnérabilité des aquifères à une contamination potentielle provenant du sous-sol occasionnée par l'exploration et l'exploitation du gaz de shale devrait être établie par des études scientifiques. À la page 127, la commission d'enquête constate que, contrairement aux régions géologiques voisines, il n'y a pas au Québec de cartographie localisant des fractures naturelles existant dans les formations rocheuses et qui pourraient potentiellement servir de chemin préférentiel à l'écoulement de l'eau de fracturation vers un aquifère. Bon, puis je pourrais vous en citer plein, là. Vous voyez, j'ai des petits post-it. C'est pas pour des propositions de nomination, c'est pour marquer les points chauds. Il y a aussi dans le rapport du BAP une carte intéressante. Hein, il y a beaucoup de couleurs et qui nous indique où sont au Québec les permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoirs souterrains. Et on constate que c'est tout le secteur des basses-terres du Saint-Laurent. Ça va du lac Saint-François, donc dans l'ouest de Montréal, jusqu'à un peu dépasser Lévis. Alors, c'est là que sont les permis de
d'exploitation de gaz de schiste ou de shale. Alors, logiquement, là, de façon tout à fait rationnelle, et en suivant donc l'évaluation puis le rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement, bien, on constate que ce qu'il y a dans le projet de loi numéro 37, c'est exactement le même territoire que la carte qu'il y a dans le rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement. OK, alors, il y a un grand nombre, il y a 52 villes et MRC, et municipalités régionales de comté, qui sont couvertes par le projet de loi. On a entendu dire aussi de la part de l'opposition libérale que ce projet de loi-là, c'est comme une finalité. C'est comme si on avait déjà décidé que c'était impossible de... donc, c'est comme si ce n'était pas un moratoire, mais comme si c'était une fin de non-recevoir pour la fracturation hydraulique. C'est sûr qu'on n'a pas... Jusqu'à date, il n'y a pas beaucoup d'informations qui nous porteraient à croire que c'est une bonne chose d'aller forer dans la cour des gens et d'avoir de l'équipement lourd pendant une période de quelques années et puis de laisser après ça une tête de puits dans la cour des gens en pleine vallée du Saint-Laurent, donc dans les maisons des gens, sur les terres agricoles, parce que même si je ne suis pas un expert, je ne veux pas me prendre pour un expert, malgré ma formation en sciences de l'environnement, j'en ai visité des sites. Je suis allé notamment dans le cadre de missions parlementaires, notamment au Colorado, et j'ai eu l'occasion de discuter avec des ingénieurs qui font de la fracturation hydraulique. Et quand je leur demandais, parce que les documents informatifs, disons que les compagnies gazières nous avaient remis, parlaient d'un délai de 6 mois, et quand je les ai questionnés là-dessus, c'était une femme, en fait, ingénieure, et c'est assez spécial parce qu'on ne pouvait pas descendre. Il neige pas souvent dans ce coin-là, autour de Denver, Colorado, mais cette journée-là, il neigeait. Et donc, c'était la neige fondait. Et donc, c'était plein de boue. Alors, on n'a pas pu descendre de l'autobus qui nous emmenait au site de forage et de fracturation. Alors, les ingénieurs sont montés dans l'autobus, alors avec tout leur équipement, leur attirail, vous pouvez imaginer un peu, et ont répondu très candidement à nos questions. Et on m'a parlé, moi, plutôt d'une période de 2 ans. Alors, ce sont des impacts qui sont lourds, qui sont importants. Les citoyens, les citoyennes et tous les gens qui auront l'occasion, une fois qu'on aura adopté enfin le principe de ce projet de loi, on va tenir les consultations et je suis persuadé que la très grande majorité vont venir, sinon appuyer le projet de loi, peut-être même dans certains cas demander qu'il aille plus loin. Il y a des gens qui vont nous demander qu'on dise non d'avance. Mais en tant que gouvernement responsable, il faut effectivement attendre d'avoir le rapport de l'évaluation environnementale stratégique pour poser des conclusions finales. Et dans le projet de loi 37, on laisse une période de temps, une période de quelques années, et la présente loi, donc le moratoire, cessera d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur d'une loi établissant de nouvelles règles applicables à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures. Alors, aussitôt qu'on aura une loi, qu'on sera équipé, suite à l'évaluation environnementale stratégique, on va avoir un BAP sur ce rapport-là. Les citoyens, les citoyennes vont avoir l'occasion de maîtriser le dossier, de se mettre au parfum des données qu'on aura, parce que dans le cas du premier MAC, on manquait de données. Et suite à ça, le gouvernement présentera un autre projet de loi qui va encadrer ces activités-là et, en toute logique, en toute cohérence, le moratoire cessera d'avoir effet. Maintenant, le fait d'encadrer par une loi une activité,
Ça ne veut pas dire que ça va être le contraire d'un free-for-all ou d'un bar ouvert, comme ce à quoi le gouvernement précédent du Parti libéral nous avait malheureusement habitués. Merci, Monsieur le député. Merci. Merci, Monsieur le député de Repentigny.